Ayant envie de goûter aux bergerades, avait mis une jupe de fausse futaine et chaussé de mignons sabots tournés dans un billot de cèdre sain que ses vaisseaux avaient pris aux lointaines îles. Elle possédait une ferme dans l'enceinte de son parc, car ce besoin bucolique la poignait assez souvent. Et ce jour-là, un jour qui palpitait à la limite de l'automne, elle vint sous la treille déguster les lourdes panses de ses raisins muscats. Posée sur ses lèvres, appuyait avec ses deux doigts, elle aspirait le jus jaillissant et elle rejetait les peaux vides, et ainsi tant que la grappe avait un grain. Or, quand elle eut fini, qu'elle eut assouvi son désir, et ce fut, comme il s'y est extasié devant le beau ciel de Scabieuse, elle se sentit l'âme vide et pria qu'on voulût bien l'amuser d'une malice champêtre. Un pâtre, qui restait chaque année de longs mois sur les hauts pâturages, à garder les troupeaux d'Iliac, s'avança pour la satisfaire. Il cueillit les peaux de raisin que la princesse avait jetées et qui jonchaient un petit massif d'œillets de poète. Il leur insuffla son haleine, les gonflant comme des ballons multicolores, et il dit à la princesse de manger les grappes ainsi refaites. Et voici, ô miracle, qu'elle y but un air savoureux, si magicien que, sans bouger du banc rustique où elle était assise dans les bouillons mordorés de sa robe en fausse futaine, elle vit les hauts déserts d'herbe ou d'odeline, les sévères clochettes d'aconite, les harmonieuses forêts, les torrents veloutés dont les ondes coulent avec des bonds de chèvre, les pics acérés où s'accrochent les nuages, et l'image bleue qui dort sous la face virginale des glaces, un air savoureux. Et il était fait de la simple haleine du berger qui, dans sa longue solitude, mâchait toutes les plantes aromatiques de la montagne. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce magnifique lieu, la salle capitulaire de Maastricht, qui, je crois, a déjà servi à différentes lectures de spectacles. En tout cas, nous, on est très contents de pouvoir lire ici et de vous y accueillir. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là lors de la première veillée que nous avons organisée cet été, je dirais juste deux mots. Nous essayons de recréer un peu les veillées dans l'esprit de ce qu'elles étaient un peu autrefois. Les gens se réunissaient chez l'un, chez l'autre, ou dans une salle communale pour passer une soirée. Alors l'un récitait un poème, l'autre chantait une chanson, le troisième jouait d'un instrument, le quatrième faisait un conte, enfin récitait un conte. Voilà, c'est un peu cet esprit-là que nous essayons de remettre un petit peu en place. Et puis c'est aussi essayer de revenir à l'origine de l'écriture. Au début, quand Gutenberg n'était pas encore arrivé, on n'écrivait pas pour être lu. On écrivait, et l'écrivain allait où il n'y avait pas de lecture individuelle, ce n'était que des lectures publiques. Voilà. Donc nous essayons de retrouver ça. Et notre objectif, c'est aussi de mettre en valeur les talents locaux. Il y a des auteurs à Bagnous, dans tout le département, qui valent vraiment le coup, je vous jure. Je pense que vous en verrez quelques extraits ce soir. Il y a des poètes également. Donc on les marie avec des textes plus classiques. Voilà. J'espère que vous allez passer une excellente soirée.
bien entendu, on éteint son téléphone, c'est le conseil classique. Voilà, bonne soirée à notre compagnie. Un frisson agite le pays roussillonnais, de Salsarenes, de Codiès à Bagnous, un frisson minutieux comme il en passe sur la houle des épimures à la veille des moissons. Partout, de la plage au mont, le grain noircit, se dore et gonfle. Dans la salanque grasse et rouge, le carignan vire au noir d'encre et l'alicante commence à saigner. En conflant, les tons sont moins exaspérés. À mesure que l'altitude et l'exposition varient en Asie, en Haut-Roussillon, en Aspre, la maturité marque un retard comme une coquetterie. On commence à cueillir, on hésite, on sélectionne les vignes à primeur, Alicante, Morastel, Bouchet. Les vignes menacées, les vignes ravagées. Estagel annonce que la cave coopérative a ouvert ses portes aux raisins coquillisés. Comme une clinique de raisins malades. Ailleurs, c'est le mildiou, le dénice, la coulure. On avance les grappes écorchées par la grêle, la gelée. Les bruits montent. Les coilles d'engagés commencent à dévaler des montagnes, des terres sans vignes, en chemin de fer, en autobus, en camionnette, en char à banc. Quelques jours passent. La fièvre progresse par bonds. Les vignerons des coteaux se penchent une dernière fois sur leurs vignes. Les aubes se mouillent de rosée froide, les crépuscules s'attendrissent. Et soudain, le frisson annonciateur devient une onde large et puissante qui soulève d'un seul coup tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants du pays. Les maisons, les écuries, les hangars se vident, les routes résonnent, les vignes sont envahies par des hordes en chapeau clair. Et les lourdes portes des celliers s'ouvrent sur leurs antres. C'est un lundi de la mi-septembre, une aube encore toute pimpante, des refrains et des gaietés du dimanche. Les aubes sont froides, mouillées de rosée, et cette année de pluie. Dans le sillon où les pieds en espadrille pataugent, les sarments empoignent les chevilles. Les feuilles s'égouttent sournoisement. Les mains bleuissent sur le manche des faucilles. Le moussaignier, le meneur, va vite. Il fait du zèle. Pourtant, il faut vaincre chaque cep. Il faut plonger au cœur de chaque cep, le visiter comme un cœur de laitue. Lorsqu'il est feuillu, tortue barbare, il faut lui extirper sa dernière grappe cachée sous la ramure. Le soleil bondit tout à coup sur la mer comme une balle sur un carreau. D'abord, il sèche, puis il frappe, puis il s'acharne. Il fait fumer comme percheront tous ces travailleurs qui montent vers l'orée comme vers un calvaire. Il cuit les reins, les nuques, il assomme. Ainsi, de l'aube transie à la fournaise du jour, les vendangeurs peinent, tremblent et suent. Leurs reins craquent comme un bois sec, et ils vont. Leurs bras se nouent sous le poids des seaux, et ils vont.
Leurs épaules gémissent sous la pesée des hôtes. Et ils vont. Là-bas, les hommes, les sous-matés, deux beaux gars éclatants de force, attelés au port des comportes pleines, se raidissent sur les mottes comme des limoniers sur l'ornière. De vendange et, écrivait notre maître d'école il y a longtemps sur le tableau noir. C'était la rentrée d'octobre. Un sujet opportun. Je me souviens de l'enthousiasme que le thème soulevait. L'odeur du mou venait clapoter contre les fenêtres de l'école. Le cri léger des pressoirs faisait penser à l'allégresse des martinets. Tout de suite, on était inspirés. Nos plumes d'enfants entraient immédiatement en pleine magie, faisaient briller la faucille, chanter la vendangeuse, saouler la grive, barytonner le fouleux. Tous les rires de la fête du vin passaient en farandole, dans ces maladroits récits, sauvés par la passion, et sans doute, il ne nous manquait qu'un peu d'expérience. Peut-être à quelques-uns seulement un peu d'audace, pour en faire une bacchanale avec ces bagarres d'amour. On arrête juste une seconde pour laisser passer. Cela commence doucement, petitement. Une belle matinée d'hiver, une des plus fraîches pourtant qu'il ait connues. Comme tout le monde, il aime ce qui commence. Pour les enfants, un cahier neuf. La vigne l'a fait penser souvent à un cahier. Quand ils marchent en tête des rangs, ils lui font l'effet de se feuilleter d'eux-mêmes, comme les pages d'un cahier qui s'ouvrent puis retombent. Ce qui commence, c'est la journée. C'est aussi l'année de la vigne. L'année de l'homme dans la vigne, où il devance la vigne dans tous ses droits et devoirs. S'il la laissait seule à la manière de toutes les plantes, elle dormirait jusqu'au printemps, à bourgeons fermés. La taille la réveille en sursaut. Et lui, c'est ce qu'il fait le mieux, la taille. Il ne la laisse pas facilement faire à d'autres. Seul, presque invisible au milieu de ses 30 hectares, il respire comme nulle part. L'avenir de chaque pied dépend de lui. Il se penche sur lui, compte bien les yeux. Il taille court, le vin sera meilleur. Il s'étonne de voir de si loin, d'avoir en lui si longue vue. De septembre, notre cour a l'air d'une chambre et le pressoir d'un lit ancien. Grisé par l'odeur des vendanges, je suis pris d'un désir né du souvenir des païens. Couchons ce soir, tous les deux sur le pressoir, dis, faisons cette folie. Couchons ce soir, tous les deux sur le pressoir, Margot, Margot, ma jolie. Parmi les grappes qui s'étalent, comme une jonchée de pétales, ô ma bacchante, roulons-nous. J'aurai l'étreinte rude et franche, et les tresseaux de ta chair blanche écraseront les raisins doux. Sous les baisers et les morsures, nos bouches et les grappes mûres mêleront leur sang généreux, et le vin nouveau de l'automne ruissellera jusqu'à la tonne, d'autant plus qu'on s'aimera mieux. Au petit jour, dans la cour close, nous boirons la part de vin rose, œuvré de nuit par notre amour. Et dans ce cas, tu peux m'en croire,
nous aurons pleine tonne à boire lorsque viendra le petit jour. À 2 maisons de chez nous, un tonnelier avait son atelier. C'est là, avant les chopes du Bourrelier, que j'ai vu travailler un artisan. Le vieux Simon Lagarde œuvrait dans cette grande bâtisse, ouverte par une large porte charretière sur la rue, dont le trottoir était encombré par les fûts, les cercles de barriques et les comportes. Il y avait un ouvrier qu'on appelait Filoche. Je ne sais pourquoi, et qui était un ami d'Arsène. Le tonnelier était un homme taciturne, qui me paraissait immense, avec son tablier bleu en toile forte. Il portait sous son nez de grandes moustaches de brigand, et cachait un cœur d'or malgré ses vastes colères. Il tolérait ma présence dans un coin sombre de son atelier, et je passais des heures dans les copeaux de bois et les fumées du brûlage des fûts, à les regarder tous les deux travailler les douves sur la colombe ou à la dalloire. Les bandes minces de roseaux qui servaient à faire les joints des douves et des douelles craquaient sous leurs doigts. C'était un métier de patience et de labeur, un métier qui ne s'improvisait pas. Et je voyais bien que Filoche, qui travaillait pourtant depuis des années avec le vieux Simon, n'avait pas encore atteint à la maîtrise de son patron. C'est là, dans cet antre sombre comme une caverne et plein d'odeurs violentes, que j'ai compris très tôt la vérité et la force de ces vies, où ce que l'on fait a plus de sens que ce que l'on est. Bien sûr, tout cela n'a pris un nom que plus tard. Mes 6 ans se contentaient de contempler les gestes habiles des 2 hommes, de voir sortir de leurs mains des objets aux formes parfaites que les clients emportaient ensuite chez eux. Et tout le monde savait que ce qui sortait de l'atelier du tonnelier ferait long usage. Ainsi, à côté du paradis terrestre du jardin de mon père, j'ai eu très tôt la connaissance du travail des hommes, de ces artisans qui ont presque tous disparu, même s'il est probable que leurs œuvres leur ont survécu. Il doit encore y avoir dans quelques caves des tonneaux sortis des mains de Simon et de Filoche. Si je parle d'eux aujourd'hui, c'est d'abord parce que je n'ai jamais oublié la leçon qu'ils me donnaient, sans prononcer un seul mot, bien sûr. Toute ma vie, dans mon métier, j'ai essayé de faire aussi bien qu'eux. Et c'est avec beaucoup de peine que je vois tout le monde aller si vite aujourd'hui. Jamais le père Simon n'aurait accepté un sou pour un travail mal fini. Il aurait eu honte et peur que quelqu'un puisse dire de son ouvrage « il paraisse ». Reste-t-il chez nous 10 hommes capables de faire un tonneau? Je n'en suis pas certain et cela me navre, car ça veut dire que quelque chose d'essentiel a disparu. On met d'ailleurs maintenant le vin dans des cubiténaires en plastique. On a beau vouloir être de son temps. D'ailleurs, est-ce que j'ai envie d'être de mon temps? Au fond, je ne crois pas. Et je suis sûr d'avoir raison, si c'est moderne de bâcler son travail. J'ai encore un fer d'herminette qui vient de cet atelier. Je l'ai conservé toute ma vie. Je ne sais pas m'en servir. Et pourtant, il est dans mes outils, comme un exemple, un souvenir de l'époque du travail bien fait. Descendu à Bayou, c'est mon arrière-grand-père. Il était maçon à Prince de Moyou. Il a construit une petite maison à côté de la gare, et comme lui et sa femme sont morts prématurément, leurs enfants se sont retrouvés orphelins. À 9 ans, mon grand-père Jean est resté tout seul. Un tuteur a été nommé, il s'est installé dans la maison, et d'un coup de pied au derrière, le petit Jean s'est retrouvé à la rue.
Dans la famille, il y avait un tonnelier. On le surnommait Popis. Je crois qu'il s'appelait Rib. Sa tonnellerie se trouvait en face de l'Étoile. Cet homme a recueilli mon grand-père. Il a été bon pour lui. Il l'a fait aller à l'école, il lui a appris le métier ainsi que la musique. La basse, un instrument à vent et la contrebasse à cordes. Jean Bauer devait avoir de l'ambition. Il a décidé un jour de s'installer comme patron et de monter son atelier de tonnellerie dans l'avenue du Puy-d'Almas. À Banyuls, dans cette branche, le travail ne manquait pas. Mon grand-père a eu jusqu'à une dizaine d'ouvriers. Il faisait des comportes et des tonneaux neufs, bien sûr, mais aussi des réparations. À l'époque, on travaillait beaucoup pour les caves du village, et même pour l'extérieur. Il s'en faisait des tonneaux. Il avait 5 ou 6 ouvriers, c'est qu'il avait des commandes. À la fin de la journée, ils avaient terminé 20 ou 30 tonneaux. On faisait surtout des tonneaux de 55 litres, des 110 litres, des 120 litres, la demi, appelée la midge en catalan, et des 225 litres, appelés la bordelaise. Mais à la demande du client, on pouvait faire des tonneaux de 10-20 litres. Et pour le vigneron qui avait besoin d'emporter une boisson à la vigne, les ouvriers faisaient des petits barils, quand ils avaient un petit moment de libre, les quarterolles et les barrels. Ils pouvaient contenir 1 litre ou 1 litre et demi. Ils étaient munis d'un trou dans lequel on enfonçait un galet, un morceau de petit roseau taillé en pointe, et ça permettait de boire à la régalade. Quand il a été bien installé à Banyuls, mon grand-père a monté un autre atelier à Saint-Astier. Il était contrebassiste à l'harmonie municipale de Perpignan. Je me rappelle, bien qu'il soit mort quand j'avais 11 ans, l'avoir souvent entendu travailler ses instruments dans cette maison où il avait son atelier et où il habitait. Il avait loué Saint-Antoine. C'était un ancien monastère. Il y avait une chapelle et une grande salle, la salle capitulaire avec des piliers métalliques. Là, il pouvait stocker une grande quantité de tonneaux quand il y avait une période où cela ne se vendait pas. Puis quand le commerce reprenait, il vendait toute la réserve. Saint-Antoine était un ancien bien de l'Église qui s'était vendu lors de la séparation de l'Église et de l'État. Il y avait une école. Ma grand-mère, Marguerite Laclare, était allée là à l'école, chez les frères, comme on disait avant. Et les années ont passé. Mon grand-père a vieilli. Malgré tout, il a fait tout son temps à l'harmonie municipale de Perpignan. Il a même été décoré des palmes académiques. Quand il est mort en 1936, mon père, qui avait aussi appris le métier, a transféré l'atelier là où nous habitons aujourd'hui et il a pris la succession. La clientèle du tonnelier, c'était les caves coopératives et les caves particulières. Toutes les expéditions se faisaient en tonneaux, du 10 litres au 225 litres. Je me rappelle, chez mon grand-père, puis chez mon père ensuite, les caves coopératives achetaient parfois jusqu'à 50 tonneaux. Tout partait comme ça, comme des petits pains. Tout le vin était expédié en tonneaux à l'époque. Il n'y avait pas de plastique, ni la bouteille n'existait pas non plus. Et quand mon père a repris, il avait 3 ou 4 ouvriers qu'il a gardés très longtemps. Puis est venue la guerre de 39-45. Mon père et 3 de ses ouvriers ont été mobilisés. Moi, j'allais à l'école et j'ai commencé à apprendre le métier avec un ouvrier catalan d'origine espagnole, Narcisse Puig, qu'on appelait Cisette. Il ne restait plus que lui à l'atelier, mais il y avait du travail. D'ailleurs, pendant l'occupation, avec les restrictions, il n'y avait plus d'apéritifs tels que du bonnet, martini, pastis. Alors le Banyuls, c'est très très bien vendu. Et des tonneaux, on en a fait. Et puis, mon père et les ouvriers ont été démobilisés. Et là, on a beaucoup travaillé, au moins à 5. Un jour, un négociant de Paris est venu, avec un portefeuille épais comme une Bible. Et il a payé comptant au moment de la commande, 100 tonneaux de 110 litres. C'est à la Bagnoulenque que le plein s'est fait. Quand les tonneaux ont été remplis, mon père est allé faire une vérification pour voir si tout était bien étanche. Puis le vin est parti pour Paris, par le chemin de fer. Et ensuite, nous avons appris par le négociant qu'il n'y avait pas eu de déperdition de vin. Nos tonneaux étaient donc de bonne qualité et le client était content.
Nous étions dans la vendange jusqu'au cou. Chaque soir, nos femmes dressaient des tables dignes de banquets. Il y avait les Tirites, les Thibauts, les Pariques, des hommes forts, de belles filles, de la marmaille. Ce soir-là, comme on parlait du phylloxéra, Chanou avait pris la vedette. C'était notre charretier. Tirite lui louait le cheval pour les labours et la vendange. C'était un brave garçon, un peu original, un ancien vigneron. Son mépris de la vigne, son reniement plutôt, le faisait passer pour un phénomène. Dans le temps, il possédait une belle vigne aux portes du village. Ses parents en avaient vécu, lui aussi, 20 années durant. Mais il avait eu 2 années malheureuses. Une fois le milieu tenace, intraitable, une autre fois la grêle. Alors une colère terrible l'avait saisi. Il avait arraché sa vigne, il en avait fait un bûcher. On le traitait de fou, on le traitait de héros, que sais-je encore. Alors, il avait fait de sa vigne un jardin, un immense jardin entretenu avec passion. Et maintenant, c'était Chanou le maraîcher. Il entretenait de légumes de village. Il était presque riche. Il achetait son vin. Il aimait le vin tout fait, le vin tiré, le vin servi frais. Mais il continuait à haïr la vigne. Tout le monde l'aimait, malgré ses sarcasmes et ses moqueries. « Vous y viendrez à l'arrachage, » nous disait-il. « Tenez, moi mes bras m'en font mal encore. J'ai arraché 8 jours et 8 nuits de suite avec ma femme et mes vieux qui pleuraient sur mes talons. Je leur disais à mes vieux, on dirait que vous ne l'avez pas connu le phylloxéra. » Ils y étaient passés. Ils avaient mangé de la motte des années de suite. Ils en étaient encore maigres. Ils en rêvaient. Ils en étaient empoisonnés. Ils avaient du phylloxéra dans la tripe et ils voulaient me passer la maladie. Quoi? Je disais. Milieu, phylloxéra, grêle, c'est choléra et compagnie. Les Américains sont trop loin. Avant qu'ils arrivent de nouveau, je serai mort. Nous éclations de rire. Les enfants regardaient Chanou avec de grands yeux d'effroi. Tirite se souvenait à peine du phylloxéra. Il n'avait que 40 ans. Mais Chanou, presque vieillard, en était encore horrifié. Quand je lui demandais des détails sur le monstre, il haussait les épaules. « Écoute, tu as vu le microbe de la peste, toi ? Tu ne l'as pas vu. Il te rase une ville entière en une nuit. Eh bien, le phylloxéra, c'était pareil. Ça commençait par une mouche, un peu plus grosse qu'une puce, mais une mouche avec des ailes d'or. Une mouche avec 4 ailes. Elle pondait dans les feuilles et les bourgeons, la dame. Il en sortait des mâles et des femelles qui faisaient l'amour comme 40, et ça donnait en tout et pour tout un autre œuf, un sacré fils unique. Il attendait le printemps pour donner sa larve, une garce qui pissait ses œufs 2 mois d'affilée, et toute la colonie qui en sortait allait s'installer dans les racines. J'ai suivi ça de près. Les racines, c'était nos tripes. Mais tout ça, c'est fini, risqua le père Thibaut, dit le tranquille. Chanou le foudroya du regard. Pour toi qui n'as pas de vigne, et pour moi aussi, j'en suis sûr, mais pour ceux qui en vivent, il y a toujours du phylloxéra dans l'air. T'as compris? Les rires reprenaient, et le brave Thibaut riait avec nous. Pourtant, dit Nathalie, une fille de Thibaut, que la confusion de son père piquait au vif, vous n'avez pas l'air si content avec votre légume. Vous vous plaigniez tout le temps. Fifille, répondait Chanou, je serai brave avec toi parce que tu m'achètes
Ah, je vais te dire la vérité, mon jardin, il m'aura la peau, c'est vrai. Mais il n'y a pas plus consolant comme système. Si tu gèles l'artichaut, tu te rattrapes sur la laitue. Quand une chose meurt, c'est de ta faute, il n'y a pas à prier Dieu. Et l'aubergine, qu'est-ce que tu m'en dis? J'ai dans l'idée que tu raffoles de l'aubergine. Et Chanou reprenait. La vigne, vous voulez que je vous dise? C'est de la merde. Jantet, verse-moi une rasade. Tu veux? Merci. Avec la vigne, tu gagnes tout, mais tu perds tout. Si tu gagnes, tu fais le fiero tout l'hiver, et si tu perds, tu es sur la paille. Votre vigne, tenez, j'en ai soupé, n'en parlons plus. Excusez-moi, mes enfants, et toi aussi, Thibaut, pour le respect que je te dois, votre vigne, je la fous au cul. Ma famille, on racontait l'histoire de mon arrière-grand-mère, Agnès Sagols, épouse Villarem, qui avait une boulangerie dans la rue Marius 12 ans. C'était à la fin du XIXe siècle, pendant la crise du phylloxéra. Le vignoble était détruit et la population de Banyuls rudement frappée. Pendant des années, la vigne n'a plus rien rapporté. Même si les hommes allaient à la pêche, les familles n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. On achetait à crédit, on payait quand on pouvait. À la boulangerie, les familles qui étaient clientes avaient tout un bâton sur lequel le boulanger faisait une entaille chaque fois que l'on prenait un pain sans payer. Au plus fort de la crise, Agnès a dit à son mari « On ne peut pas faire de l'argent sur des gens qui ont tout perdu. » Alors, ils ont brûlé tous les bâtons. La tardive saison de ces feux éclatants colore le feuillage aux vignes du désir. Jaunes et verts brillants, bruns et roux miroitants frémissent richement au souffle du zéphyr. Sur les coteaux pentus en terrasses agraires, le vignoble escalade à l'assaut des sommets. Tous ses bras torturés aux allures guerrières portent les fruits dorés, appréciés des gourmets. Les hardis vendangeurs, vaillants, courbant l'échine, entassent dans leurs seaux les pampres délicieux, alors que le soleil, dans les vallées décline, le bruit des sécateurs claque, clair, mélodieux. Et tout leur rire offrant, en fusant dans l'espace, l'appel des muletiers sur les chemins pierreux répercute l'écho aux collines d'en face. C'est la fête du vin des vignerons joyeux. Les solides mulets harnachés de grelots et leurs rouges pompons ornés comme à la fête. De leurs pas assurés ignoraient les galops, descendant, remontant les sentiers jusqu'aux fêtes. Et tout en cheminant, au poids des deux comportes, faisaient teinter dans l'air leurs fières amulettes. L'harmonie vendémiaire embellit et conforte. De la vigne l'amour, l'aura de ses conquêtes. La mécanisation, les routes goudronnées, du folklore d'antan ont tout éliminé. Mais l'ardent vigneron est ancré sur ces terres, qu'il cultive avec soin, héritage des pères. Et dans ce cru Banyuls, terre bénie des dieux, où l'abeille butine merveilleux nectar, où la cigale crisse au soleil radieux, le raisin y mûrit avec quelque retard.
Dans sa cave assombrie, pressurant les raisins, il voit couler le sang de sa vigne ancestrale. Et ce présent divin, bien caché des voisins, mûrira, vieillira dans l'ombre des futailles. Ce vigneron rugueux, impassible à la peine, poursuit son sacerdoce et sa vénération. Amoureux de son vin et de sa cave reine, où dort cet élixir, objet de sa passion. Le cellier est pour lui la chapelle mystique. Il y vient, chaque jour, caresser le décor, écouter dans les fûts l'indicible musique, l'esprit de Dionysos protégeant son trésor. Connais-tu les vertus du vin qu'ici l'on sert, qu'il soit d'apéritif, de table ou de dessert? Le fumet savoureux, disons-le sans vergogne, de nos vins catalans plus chauds que le Bourgogne, qui ont tous le pouvoir, honorant un repas, de donner de l'esprit à ceux qui n'en ont pas. Le rendre généreux, l'homme avare et cupide, pour qui faire l'aumône est un acte stupide. Pour ton vieux limbago, qui te laisse estropier, une cure au Templier et tu seras sur pied. Si tu n'as pas l'aplomb de déclarer ta flamme à celle de ton choix que tu voudrais pour femme, vis d'un fond de grenache avant ton rendez-vous, et tu l'auras pour toi sans te mettre à genoux. Les vins sont stimulants, mais disons que le nôtre, pour la paternité, se compare à nul autre. Il est si vigoureux dans le département que tu n'y trouveras aucun homme impuissant. Sais-tu que le curé qui sermonne et confesse, c'est du rancio qu'il boit quand il nous dit la messe? Pour attirer les gens chez lui dans le saint lieu, il macère l'hostie dans de bons vins. Depuis, le croiras-tu, l'église est toujours pleine. Si tu n'as pas d'enfant, ce bonheur des foyers, malgré tous vos efforts, chaque nuit déployée, Banyuls, dès le matin, c'est l'astuce suprême. Et vous serez papa et maman le soir même. Mais alors, un conseil. Commandez 2 landaux. Le degré de nos vins prédispose aux jumeaux. Au petit catalan, on met dès sa naissance du Banyuls dans son lait pour son intelligence. Et lorsqu'il a vidé son premier biberon, il dit entre 2 rots, « Oh, mon Dieu, que c'est bon !» Par un matin calme et froid de janvier 1943, un vigneron de Banyuls, Honoré Ollet, connu au village sous le surnom de « Le Grillon », s'en allait tailler sa vigne à flanc de coteau, non loin de laquelle une vétuste baraque de pierre sèche servait d'abri en cas d'orage ou de remise destinée aux outils ou aux produits utilisés par les viticulteurs pour le traitement de leurs vignobles. Cette cabane n'avait pas de porte, et les gardes allemands qui patrouillaient régulièrement dans le secteur, depuis quelques semaines, avaient coutume d'y faire une halte au cours de leur ronde. À peine M. Ollet avait-il commencé à tailler les premiers sarments, que de la partie basse de sa vigne lui parvinrent de légers sifflements, plusieurs fois répétés. Intrigué, il s'approcha de l'endroit d'où provenaient ces bruits et découvrit au pied d'une murette
Tapi dans un buisson, un homme épuisé, menottes aux poignets, qui le regardait les yeux effarés. Le vignon comprit très vite qu'il avait affaire à un prisonnier échappé des mains de la police allemande. Les propos brefs qu'il échangea avec le fugitif lui apprirent que ce dernier avait sauté du train la nuit précédente et après une interminable marche, était parvenu jusqu'aux abords de la frontière où il espérait pouvoir emprunter un sentier qui le mènerait en Espagne. Le grillon lui donna à manger, en tirant de sa musette une partie du frugal déjeuner qu'il avait l'habitude d'emporter chaque matin. Dès que l'étranger fut restauré, notre brave Honoré s'en alla au village chercher des outils nécessaires pour libérer l'homme des menottes qui enserrait ses poignets. À son retour, M. Olé retrouva l'inconnu qui l'attendait, apparemment avec impatience. Après plusieurs tentatives, à l'aide du marteau et d'un burin, il parvint à le libérer, les mains de l'étranger qui voulut repartir presque aussitôt. Mais les conseils du vigneron lui firent comprendre qu'il était plus prudent d'attendre que les gardes fussent redescendus au village. Vers la fin de l'après-midi, quand le moment leur parut favorable, l'homme prit congé de son libérateur en lui serrant les mains avec effusion. L'évadé savait qu'il faudrait plusieurs heures de marche pour rejoindre l'Espagne. Le vigneron le suivit du regard pendant quelques instants et vit avec stupeur qu'une fois parvenu quelques centaines de mètres de la crête, l'inconnu lui faisait de grands signes avec un mouchoir, probablement pour lui témoigner sa reconnaissance et lui dire adieu. Le grillon pesta contre tant d'inconscience, car il savait que cette impudence pourrait peut-être fatale à l'homme auquel il venait de rendre une part de liberté. De cet évadé dont il ne connaissait même pas le nom, M. Olé n'eut plus jamais la moindre nouvelle. Jean Mestre était en prison aux mains des franquistes. Jacques Moreno, quant à lui, était directement aux prises avec l'ennemi officiel, dans une situation fort inconfortable qui menaçait non seulement sa vie, mais risquait également de mettre en péril celle dont les noms figuraient sur son carnet que dans une pièce mal éclairée, les Allemands venaient de trouver sur lui au cours de la fouille. Les policiers se jetèrent avec empressement sur le petit document, flairant enfin une bonne prise. Mais ils s'évertuèrent en vain à lire. Jacques avait écrit au crayon, rapidement, et nom et adresse y étaient par endroits franchement illisibles. Les policiers n'eurent d'autre recours que de demander à Jacques de leur en faire la lecture et lui remirent le carnet. La faible clarté de la pièce ne lui permettant pas de s'exécuter, il s'approcha de la fenêtre, il ouvrit le carnet. D'un geste aussi rapide qu'imprévisible, il arracha les pages, les froissa dans sa main et les avala d'un trait. Tout cela se fit en quelques secondes, laissant ses geôliers pris de court. Alors ceux-ci commencèrent une partie de punching ball dans les règles de l'art. Après ce passage à tabac, ils décidèrent de transférer la valeur d'adresse à la citadelle de Perpignan. Marcel se trouvait à ce moment-là à Amélie-les-Bains comme institutrice suppléante. Ses parents furent avertis de la situation où se trouvait Jacques par la gendarmerie de Cerbère, ainsi que de son départ en train. Ils attendirent donc son passage en gare de Banyuls. Lorsque celui-ci stoppa, leur regard angoissé parcourut les portières. Il était convoyé par un soldat et un chien, mais il ne portait pas de menottes. Ils remirent à Jacques quelques effets, des provisions et une bouteille de Banyuls, du vrai. Depuis Cerbère, Jacques avait fait en sorte de s'attacher la sympathie du chien. Le courant passa très vite et il en vint à le caresser sans problème. Une fois fait, après l'étape de Banyuls,
il cultiva la sympathie du soldat. Et pour cela, il eut une alliée inespérée et providentielle, la bouteille de Banyuls de ses beaux-parents. Le soldat n'y résista pas et très vite il s'endormit après une plus longue attente à Port-Vendre. Juste avant d'arriver à Argelès, Jacques caressa le chien, se leva calmement, enjamba avec précaution le corps de son gardien à moitié avachi et se dirigea vers la portière. Il allait descendre quand une pensée s'imposa à lui. Sa femme n'était pas à Banyuls. Il ne l'avait pas prévenu de son départ de Barcelone. Rien n'était organisé. L'occupant ne manquerait pas d'intervenir très vite tant à Banyuls qu'à Amélie, dès qu'il apprendrait son évasion. Le pire pouvait s'en suivre. Et il fallait être prudent. La tentation était pourtant forte, là, devant ce quai où la liberté lui faisait des clins d'œil. Il revint sur ses pas. Le soldat dormait toujours dans les bras de Bacchus, et le chien remua la queue de contentement en voyant revenir son fidèle prisonnier. Sans doute pour ne pas réveiller son maître, il ne poussa pas un seul aboiement de joie. Aux louanges suprêmes, éminemment sincères, aux honneurs décernés aux caves et celliers, l'apologie embrasse les valeureux templiers, précurseurs de Banyuls, grands sculpteurs de ces terres. Moines, soldats zélés, ces artistes domptèrent ce bord récalcitrant de Méditerranée, souriant de ses flancs par le pan praligné, ce nectar, vin des dieux, que gueux et rois vénèrent. Ces génies aux murettes coulant en cascade, du fond haut montent escarpés jusqu'au baiser des flots, agençant les terrasses, étageant les coteaux, plièrent l'érosion aux lois des barricades. La souche s'imposante au sol de schiste, par la fissure avare, prélève en son cœur les trésors de saveurs rayonnant leurs couleurs. Euphorie au palais jusqu'aux plus torpides. Le terroir abreuvé, l'ondée soumise aux pierres des canaux conducteurs, dompté replonge en mer par le chemin du rue, rythmant auberges un air d'amour pour ce pays où règne de lumière. Les celliers magiciens comblent chaque souhait, acquiescent au désir, exaucent les envies, sauvegardent l'humour dont s'embellit la vie, au régal décoré de chatoyants reflets. Aux caves aux élixirs sont riches de secrets, que subtil eût saisi le brillant Hippocrate, qu'eût louangé Platon et appliqué Socrate, le Banyuls en leur temps les eût interpellés. Gloire à vous, artistes des vins et des pierres, mainteneurs d'un passé qui ne doit pas mourir. La constance et l'amour ne peuvent qu'enrichir ces délices divins, nés du sang de la terre. Les gars, apportez la dernière bouteille qui nous laisse du vin que je faisions dans le camp. Versez à grand flot la liqueur vermeille pour fêter ensemble mes 14-20 ans. Du vin comme ce-là, on en voit plus guère. Et les vignes d'aujourd'hui donnent que du verjus. Approchez les gars, remplissez mon verre. Et j'ai comme dans l'idée, j'en boirai plus. Ah, j'en boirai plus. C'est ben triste à dire.
Pour un vieux paysan qui a tant vu comme moi, le vin des vendanges en un clair sourire, pissé du persué comme l'eau du toué. On aura beau dire, on aura bien fait, faudra plus d'un jour pour remplir nos fûts de ce sang des vignes qui rougit mon verre. J'ai comme dans l'idée, j'en boirai plus. À pesant chez nous, tout le monde gueule misère. On va à la ville où l'on crève la faim, on vend pour un le bien de son grand-père, et l'on brûle ses vignes qui n'amènent plus de vin. À l'avenir, le vin, le vrai jus de la treille, ça sera pour ce qui aura des écus. Moi, que je viens de vider pour notre dernière bouteille, j'ai comme dans l'idée, j'en boirai plus. Un autre. Avec lui, je me vautre dans un bain de caresses. Il est mon idole, mon ivresse. Il m'offre en bouquet des violettes, des nectars de fruits noirs à en perdre la tête. Et je lui dis des mots d'amour. Il est tangent, il a du velours, il a du corps et de la cuisse. Oh. Et je cède à tous ses caprices. Il aura ma peau, oh, délicieux supplice. Tous les jours, à la noce, il m'en fait boire de toutes les couleurs, le beau gosse. Des rubis pourpre grenat. Je n'aime plus le coca. J'en aime un autre. Mon beau Jojo, mon beau Jolet, mon beau Jaja. Avec lui, je me vautre dans la lie jusque-là. Le travail était d'un autre temps, long et harassant, une activité de fourmi qui se répétait inlassablement du matin au soir, une besogne de bagnard qui durcissait les muscles et épuisait les corps. Une tâche indispensable puisque l'existence même de la vigne en dépendait. Et ce travail, seule la main de l'homme pouvait l'accomplir. Voilà des jours et des jours que Jean remontait la terre à pleine d'esque. Des tonnes et des tonnes de caillasses qui avaient glissé vers le Corrèche pendant l'orage du dernier dimanche d'avril. Le terrain du côté de l'Est était la seule partie accidentée. Le restant de la propriété s'étageait en fèche douce jusqu'au sommet de la colline. L'orage avait été terrible et particulièrement désastreux. Toute la bordure orientale était charcutée de profondes ravines par où le gravier s'était écoulé, laissant de place en place le rocher nu. Il était précisément en train de les combler, l'une après l'autre, en allant chercher la terre dans le lit du torrent. C'était une opération de première urgence. C'est pourquoi il remontait la terre, 7 à 8 kilos d'un coup, en un an, avant de les répandre judicieusement dans les crevasses. Au début, les charges lui avaient paru légères malgré la pente abrupte et l'encombrement de la desque tenue à bout de bras. Mais au fur et à mesure des rotations, les jambes et les avant-bras étaient devenus douloureux. Au soir du deuxième jour, il voulait abandonner, vaincu par son corps brisé. Il s'était affaissé sur la première marche de l'escalier, incapable d'aller plus loin. Il ruminait sa défaite et les conséquences. Sa sœur et son beau-frère auraient la partie belle. Il les entendait, plein de commisération. « Mon pauvre Jean !» Il subirait sans broncher, en serrant les dents, la rage au cœur. Et les parents, eux, lui avaient fait confiance.
Il ne pourrait pas supporter leur silence. Il devrait partir. Son père, involontairement, l'avait sauvé au moment même où il allait capituler. Tu sais, fils, la fatigue, c'est comme le malheur. Avec les jours, elle passe. Il s'était accroché à cette affirmation comme à une bouée en se donnant la semaine. Le jeudi, la douleur était si forte dans les lombaires et les abdominaux qu'il en pleura. 1000 feux brûlaient les entrailles. Quand il s'accroupissait pour remplir la desque, ses articulations gênaient et craquaient sinistrement. Il pleurait, abattu de tout son long sur la terre. Et merde, ce travail d'esclave le révoltait, c'était pas humain. Qu'elle aille se faire foutre la vigne, qu'ils aillent se faire foutre les uns et les autres, tous. Pleure, petit. Et dire que son père l'avait fait, et son grand-père également, et son arrière-grand-père, et tous ceux de Cospron, génération après génération, depuis des siècles, sans se révolter, eux, sans abandonner, eux. Il l'avait fait parce qu'il fallait le faire, tout simplement. Lui, Jean Cardener, lui qui avait pu librement choisir sa voie, lui faisait des histoires du cinéma, des caprices d'enfants gâtés. Lâche, prétentieux, il égrenait des injures, le visage enfoui dans la caillasse, où la sueur se mêlait aux insultes. Au fur et à mesure, mot après mot, il lui semblait repousser l'abandon. C'était un sentiment nouveau, une sorte de soulagement. Il fit la trêve avec la souffrance. Jusqu'à samedi, ma douleur, après j'abandonnerai. Il reva la tête, montrant au milieu d'une face maculée de traînées vermeilles un regard de lutteur. Lève-toi, homme, et reprends la desque. Si tu réussis, tu es sauvé. Les secondes qui suivirent étaient capitales. Soulever le fardeau et gravir la pente, les yeux noyés par le mal, furent sa victoire. Cet après-midi-là, il se surpassa 20 fois. Le soir, il sombra dans un sommeil lourd et fiévreux. Ces tourments ne s'atténuèrent qu'en fin de huitaine, en quittant zone après zone son corps. D'abord ses jambes, ensuite son ventre, et enfin les reins, pour disparaître définitivement au terme d'une quinzaine qui avait marqué au plus profond de sa chair et de son âme. Il avait perdu force illusion, certes. En revanche, il avait communié avec la vigne. Il lui avait donné son sang et son eau. Sa victoire, il la lut dans les yeux de son père quand celui-ci vint voir le travail. Toute la bonne terre avait été remontée. « C'est bien, mon fils », lui avait-il dit. Et puis il l'avait saisi par le bras. « Je suis fier de toi. » Je marchais sur le chemin des vignes. Un caillou me dit « Tu n'en as pas marre de faire toujours ce même circuit ?»« Non, parce que tu te jettes sous mes espadrilles et je te déplace au passage. » Les mots me manquent pour dire notre polissage manuel. Et tu écris? Je marchais sur le chemin des vignes. La tramontane me dit « Tu n'en as pas marre de battre toujours la même campagne ?»« Non, parce que tu m'accompagnes.
Tes caprices font danser mon pas. Quand je t'esquive, j'affermis mes foulées. Les mots me manquent pour dire la richesse de nos ballets. Et tu écris? Je marchais sur le chemin des vignes. Le soleil me dit, tu n'en as pas marre de voir toujours les mêmes collines? Non, parce que tes ombres éclairent les miennes et transforment le paysage. Les mots me manquent pour dire la magie de chaque nouveau matin. Et tu écris? Oui, j'écris. J'écris dans l'écho du chemin. Écrire, c'est un cri et un rire en mouvement. Le printemps est merveilleux en Californie. Les vallées sont des mers odorantes, d'arbres en fleurs, aux eaux blanches et roses. Et bientôt, les premières vrilles font leur apparition sur les vignes et déferlent en cascade sur les vieux cèpes tordus. Les riches collines verdoient, rondes et veloutées comme des seins, et sur les terrains plats, réservés aux cultures potagères, s'alignent à l'infini les pâles laitues, les minuscules choux-fleurs et les plants d'artichaut d'un hiver idéal. Et subitement, les feuilles se montrent sur les branches. Les pétales tombent des arbres et couvrent la terre d'un tapis rose et blanc. Le cœur du bourgeon enfle, prend forme et couleur. Cerises, pommes, pêches, poires, et les figues dont la fleur s'enferme dans la gousse du fruit. Toute la Californie éclate d'une splendeur prolifique. Les fruits s'alourdissent, les branches ploient peu à peu sous la charge et doivent être soutenues par des béquilles. Toute cette richesse et cette fécondité sont dues à des hommes de savoir, des hommes compétents qui se livrent à des expériences sur les graines et les plantes, qui sans cesse perfectionnent les méthodes de culture et de protection des arbres, dont les racines seront armées pour résister aux millions d'ennemis qui grouillent sous terre, taupes, insectes, rouilles, moisissures. Ces hommes travaillent sans relâche à améliorer les semences, les racines. De leur côté, les chimistes aspergent les arbres pour les protéger des insectes, sulfatent la vigne, sectionnent les plants malades, combattent la pourriture et le mildiou. Tout le long des rangées d'arbres, extirpateurs et herses arrachent les pousses d'herbe, retournent à la terre pour la rendre plus fertile et retenir l'eau de pluie près de la surface, creusent des petits sillons pour l'irrigation et détruisent les racines des mauvaises herbes qui boivent l'eau destinée aux arbres. Entre-temps, les fruits grossissent et les fleurs s'épanouissent en longues grappes sur les cèpes. Les travailleurs des champs, les propriétaires des petits vergers, surveillent et calculent. L'année sera bonne. Et les hommes sont fiers, car si la récolte est abondante, c'est grâce à leur savoir. Leur savoir a transformé le monde. Le blé court et maigre est devenu lourd et productif. Les petites pommes amères sont devenues grosses et sucrées, et ces vieux cèpes qui croissaient parmi les arbres et dont le raisin minuscule ne nourrissait que les oiseaux, ont donné naissance à des centaines de variétés de raisins, rouges, noirs, verts, rose pâle, pourpre, jaune, chacune dotée d'une saveur particulière. Les hommes qui travaillent dans les fermes témoins ont créé de nouvelles espèces de fruits, des nectarines, 40 variétés de prunes, des noix à coque mince, et sans relâche, ils poursuivent leurs travaux, sélectionnent, greffent, alternent les cultures, arrachant à la terre son rendement maximum.
Les cerises mûrissent les premières. 1,5 cent la livre. Merde, on ne peut pas les cueillir à ce tarif-là. Cerises noires et cerises rouges, à la sœur juteuse et sucrée. Les oiseaux mangent la moitié de chaque cerise, et les guêpes viennent bourdonner dans les trous faits par les oiseaux. Et les noyaux auxquels adhèrent encore des lambeaux de défroque noire tombent à terre et se dessèchent. Puis c'est le tour des prunes rouges de s'adoucir et de prendre de la saveur. Bon sang, on ne peut pas les faire cueillir, sécher et souffrer, pas moyen de payer les salaires, aussi bas soient-ils. Alors les prunes rouges tapissent le sol. Les poires jaunissent, leur chair devient moelleuse. 5 $ la tonne. 5 $ pour 40 caisses de 25 kilos, arbres émondés, soignés, vergers entretenus, cueillir le fruit, l'emballer, charger les camions, livrer à la fabrique. 40 caisses pour 5 $. Nous n'y arrivons pas. Et les grosses poires jaunes se détachent et s'écrasent par terre. Les guêpes creusent la chair molle et l'air sarde la fermentation et la pourriture. Et finalement, les raisins. Nous ne pouvons pas faire de bon vin. Les gens n'ont pas les moyens d'acheter du bon vin. Alors on arrache les grappes, les bonnes, les mauvaises, le raisin piqué. Tout est bon pour le pressoir. Et on presse les tiges, la pourriture et la saleté. Mais il y a de l'acide formique et du mildiou dans les cuves. Ah, qu'à cela ne tienne. Un peu de soufre et de tanin, et on n'y verra que du feu. Mais l'odeur de fermentation n'est pas l'odeur riche et généreuse du bon vin. Cela sent la décomposition et la pharmacie. Oh, tant pis. En tout cas, il y a de l'alcool dedans. Ils pourront toujours se saouler avec. Les petits fermiers voyaient leurs dettes augmenter, et derrière les dettes, le spectre de la faillite. Ils soignaient les arbres, mais ne vendaient pas la récolte. Ils émondaient, taillaient, greffaient, et ne pouvaient pas faire cueillir les fruits. Des savants s'étaient attelés à la tâche, avaient travaillé à faire rendre aux arbres le maximum, et les fruits pourrissaient sur le sol, et le mou en décomposition dans les cuves empestait l'air. Goûtez seulement le vin, on n'y perçoit pas la saveur du raisin, mais seulement le tanin, le soufre et l'alcool. La décomposition envahit toute la Californie. Et l'odeur douceâtre est un grand malheur pour le pays. Des hommes capables de réussir des greffes, d'améliorer les produits, sont incapables de trouver un moyen pour que les affamés puissent en manger. Les hommes qui ont donné de nouveaux fruits au monde sont incapables de créer un système grâce auquel les fruits pourront être mangés. Et cet échec plane comme une catastrophe sur le pays. Le travail de l'homme et de la nature, le produit des cèpes, des arbres, doit être détruit pour que se maintiennent les cours. Et c'est là une abomination qui dépasse les autres. Des chargements d'oranges jetés n'importe où. Les gens viennent de loin pour en prendre, mais cela ne se peut pas. Pourquoi achèteraient-ils des oranges à 20 cents la douzaine, s'il leur suffit de prendre leur voiture et d'aller en ramasser pour rien? Alors, des hommes armés de lances d'arrosage aspergent de pétrole les tas d'oranges. Et ces hommes sont furieux d'avoir à commettre ce crime. Et leur colère se tourne contre les gens qui sont venus pour ramasser les oranges. 1 million d'affamés ont besoin de fruits et on arrose de pétrole les montagnes dorées. Et l'odeur de pourriture envahit la contrée. On brûle du café dans les chaudières. On brûle le maïs pour se chauffer. Le maïs fait du bon feu. On jette les pommes de terre à la rivière et on poste des gardes sur les rives pour interdire aux malheureux de les repêcher. On saigne les cochons et on les enterre. Et la pourriture s'infiltre dans le sol. Il y a là un crime si monstrueux qu'il dépasse l'entendement. Il y a là une souffrance telle qu'elle ne saurait être symbolisée par les larmes. Il y a là une faillite si retentissante qu'elle annihile toutes les réussites antérieures. Un sol fertile, des filets interminables d'arbres aux troncs robustes et des fruits mûrs. Et les enfants, atteints de pélagre, doivent mourir parce que chaque orange doit rapporter un bénéfice. Et les coronaires inscrivent sur les constats de décès « mort
due à la sous-nutrition. Et tout cela parce que la nourriture pourrit. Parce qu'il faut la forcer à pourrir. Les gens s'en viennent armés d'épuisettes pour pêcher les pommes de terre dans la rivière et les gardes les repoussent. Ils s'amènent dans leur vieille guimbarde pour tâcher de ramasser quelques oranges, mais on les a arrosés de pétrole. Alors ils restent plantés là et regardent flotter les pommes de terre au fil du courant. Ils écoutent les hurlements des porcs qu'on saigne dans un fossé et qu'on recouvre de chaux vives. Regardent les montagnes d'oranges peu à peu se transformer en bouillies fétides. Et la consternation se lit dans les regards. Et la colère commence à luire dans les yeux de ceux qui ont faim. Dans l'âme des gens, les raisins de la colère se gonflent et mûrissent, annonçant les vendanges prochaines. Qu'est-ce que vous voulez, messieurs de la Rousse? Est-ce que vous n'aimez pas comme moi à vous rincer la gargarousse? Voyez-vous, frangin et Sergo, faut être bon pour l'espèce humaine. Devant le pivot, les hommes sont égaux. D'ailleurs, j'ai massé toute la semaine. Tu sais, je dis ça à ton copain parce que je vois que c'est un gros skiboude. Mais entre nous, mon vieux lapin, j'ai même jamais massé qu'à lever le coude. Après 6 jours entiers de turban, je me sentais la gueule un peu sale. Ouais, j'avais besoin de prendre un bain. Seulement, je l'ai pris par l'amygdale. Je sais pas ce que vous dites, qu'il est tard, que je baloche et que je vagabonde. Mais je suis tranquille, je fais pas de pétard. Et je crois que la rue est à tout le monde. Les pentes sont couchées dans leurs pieux. Par conséquent, je ne gêne personne. Laissez-moi donc, je suis un pauvre vieux. Où vous m'emmenez, messieurs de la Sonne? Quoi, vrai? Vous allez me ramasser? Oh, mais c'est meuf, mais quoi qu'on y gagne? Je m'en vais vous empêcher de pioncer. Je ronfle comme un toupie d'Allemagne. Oh! J'ai du sable à l'amygdale. Eh oh, allez, buvons un coup. 1, 2, 3. Longtemps, beaucoup. Il faut s'arroser la dalle du cou. J'ai le cœur en marmelade, les membres froids, l'esprit lourd. Eh oh! Crions comme un sourd pour étourdir ce malade d'amour. J'ai le nez blanc, l'œil qui rentre, le teint couleur citron, le cœur sec comme un mitron. Je veux trogne rouge et ventre tout rond. J'ai pour guérir ma folie pris remède. 10, 20. Et puisque tu fous en vain, je veux être une outre remplie de vin. Que les vers soient mes armes, moi je serai leur fourreau. Nous tuerons l'amour bourreau qui met dans mon vin mes larmes pour de l'eau. Je ne bois pas, je me pense. Au bruit du glouglou, monsieur, je fais taire ma rancœur, et j'enterre dans ma panse mon cœur. Et là, pour que c'est de la pogne, j'en crains point. Je fais cric sur une voiture à foin. Je porte un sac et de blé comme ça. Non, c'est pas les lutteux de la foire qui me feront toucher l'épaule là-bas. Allons, buvons un coup, les gars.
C'est du petit vin, mais il se laisse boire. Ah, mon sacré petit vin nouveau, qui est encore au berceau. C'est donc t'es déjà plus fort que ton père. Ah, mon sacré petit vin nouveau qui est encore au berceau et que je sens qu'il va me foutre par terre. Moi, je suis têtu comme un mulet. Ce que j'ai en tête, je l'ai pas au pied. Il y a Jean-Pierre qui veut se marier avec ma fille, qui s'appelait. Non, mon vieux, tant pis si tu l'aimes. Hein. Moi, ça me va pas. Tu l'auras pas. Et puis buvons un coup, mon gars. Tu la veux? Je te la donne quand même. Ah, mon sacré petit vin nouveau qui est encore au berceau, c'est donc que t'es déjà plus fort que ton père. Ah, mon sacré petit vin nouveau qui est encore au berceau et qu'il faut comme ça mes projets par terre. Si quelqu'un me fait une mauvaiseté, je garde un chien de ma chienne à ce là. Avec mon voisin Nicolas, j'ai perdu quand on a plaidé. Puis, il voudrait qu'on se rapatrie. Non, que je dis non. Je te causerai pas. Dis donc, voisin Nicolas, viens tranquille, c'est moi qui je t'en prie. Ah, mon sacré petit vin nouveau qui est encore au berceau, c'est donc que t'es déjà plus fort que ton père. Ah, mon sacré petit vin nouveau qui est encore au berceau et qui fout comme ça ma rencontre par terre. Quand on compte un sou, c'est un sou. Je compte. Et j'aime pas donner ce que j'ai. C'est un traîneux qui veut se loger et qui dit qu'il a soif comme tout. Et alors, il manque un bout. Et alors, je vais le chercher. Et voilà que je l'ai trouvé. T'as soif, va boire à la rivière. Et dans un fossé, tu te coucheras. Ben non, reste ici et bouez, mon gars. Me bouez donc que je remplisse ton verre. Ah, mon sacré petit vin nouveau qui est encore au berceau, c'est donc que t'es déjà plus fort que ton père. Ah, mon sacré petit vin nouveau qui est encore au berceau et qui fout en moi l'intérêt par terre. Pourvu qu'il y ait l'ivresse. Moi, je trouve ça vraiment idiot. C'est comme si on disait, peu importe la femme, pourvu qu'on ait le vertige de l'amour. D'ailleurs, à ce propos, on nous a conté une histoire dont il faut que l'on vous donne, si nous pouvons dire, la primeur. C'était il y a quelque temps, au bal de la nuit Saint-Georges, il a rencontré la petite Julienasse, une fille drôlement gigondasse, un sacré beau morceau, bien charpenté, et sous sa robe vermillon, un grand cru classé, avec des arômes de cassis et de fraises des bois. Ils ont dansé, Anjou contre Anjou, sur un sylvaner à la mode, et plus tard, lorsqu'il lui a proposé de l'emmener dans son château neuf du pape, elle est devenue toute rose ermitage. Le temps d'aller chercher un chablis au vestiaire, de mettre un petit cordon dans ses cheveux. Ils sont montés dans sa bagnousse et ils ont roulé jusqu'au matin. Ah, quelle belle journée! Ils se sont baladés entre deux mers, il faisait beau, ils ont vaqué race sur la plage, les pieds dans l'eau clairette. Ils se sont
pouilly-fuissé dans les dunes, et puis, comme le mercuret commençait à monter sérieusement, et qu'ils commençaient à avoir les côtes rôties, ils ont décidé de rentrer. Mais voilà, en partant, ils se sont retrouvés coincés dans les embouteillages. Enfin, dans les bouchons, quoi. Lui, il commençait à m'énerver sérieusement. Et la Julienasse et lui ont commencé à se crêper le chinon. D'un seul coup, il a claqué la portière de la bagnole et elle est partie. Oh ben, il s'est retrouvé comme Macon. Que s'est-il dit? Mais elle sait déjà Sauvignon, avant même que j'ai le temps de la sauterne. Ah, mais je vous jure, Anson, il l'avait dans la pauillac. Il en était tellement toqué qu'il a couru après elle dans la lande et les chardonnays pour la rattraper. Et quand ils se sont retrouvés et qu'il l'a vue devant lui en gros plan, il lui a dit « Ne fais pas ta pomme-rolle et ne t'en va plus, gamet. » En pleurant, elle est tombée dans ses bras en m'attirant. « Ne m'en vaut pas, je voulais juste être sûr que ton saint amour était vraiment sincère. » Depuis, ils ne se sont plus quittés. Il y a des fils entre mes doigts. J'allonge un bras dans le verre tendre. Vigne sans fruits. Mes yeux d'ombre derrière les paupières dessinent inlassablement ton visage. Devant moi, le petit jardin tranquille, sans état d'âme. Tes yeux s'allument et se dérobent. J'aime qu'ils deviennent soudain froids et veloutés, comme ceux d'un chaton ou l'aile d'un papillon. Écorce, fleur d'écorce qui paravente le cœur des amants. On glissera jusqu'au printemps. Plus que 2 semaines sans feuilles. Rendez-vous dans environ 2 mois, si ces veillées vous intéressent. Nous en ferons une autour du 15 décembre. Nous serions heureux de vous y accueillir. Je tiens particulièrement à remercier certains acteurs qui nous soutiennent, donc la municipalité évidemment de Banyuls, avec Olivier Capeille qui a été enthousiaste dès le début, et ses équipes, Carole à la communication qui nous soutient, Rémi Rouille qui a fait un travail pour organiser cette salle absolument merveilleux et efficace.
Voilà, bien sûr, toute l'équipe qui a travaillé. Et puis également les vignerons, donc je vais les citer parce que je ne les connais pas encore tous, je n'ai pas bu assez encore, il faut que je m'entraîne. La famille Pierre Gaillard qui nous a offert des Banyuls, que nous allons boire ensemble, le domaine Pic-Jouan, Bertha Mayol, et le domaine Tambour. Nous avons quelques bouteilles que nous allons partager. En même temps, vos serviteurs, là, ont préparé quelques gâteaux à votre intention. Alors, continuons dans cette belle salle, cette soirée, et à dans 2 mois.